Bonjour à tous, à toutes. On est ravis d'être là. Vous m'entendez correctement? Ok, super. On est ravis d'être là avec Bertrand et puis de vous voir aussi nombreux, en effet, de voir aussi le travail que fait la MEA avec tous ces événements et puis de pouvoir y participer la semaine prochaine pour ma part avec le workshop à l'ENSAS et puis pour cette conférence aujourd'hui avec Bertrand. Les journées de l'architecture, donc c'est la 25e édition. Donc on a été aussi ravis de ce challenge qui nous a été lancé, de en quelques jours voir comment on pouvait aussi faire une conférence dialogue et donc répondre à cette demande de la MEA, où en fait pour les 25 ans, qu'est-ce qu'on fait? On regarde en arrière, comme ça a été mentionné, qu'est-ce qui a été fait, d'où on vient, et aussi où est-ce qu'on va avec cette idée de temporalité, de se projeter vers le futur. Donc on a essayé de prendre ça au vol, et donc ça nous a permis d'échanger avec Bertrand aussi, et de réfléchir un petit peu, et de regarder ce qui avait été fait pour notre part avec la WiFactory et avec MVRDV. Et ici, je voudrais commencer avec le temps du maintenant. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs articles que je vois passer, notamment celui-ci, où on nous dit que les écoles d'architecture plongent dans l'intelligence artificielle. Et donc que ça suscite énormément de craintes, de fascination, et donc que ça questionne aussi le futur de la profession en architecture. De l'autre côté, on voit aussi des articles qui nous parlent du fait que les nouvelles technologies, comme le BIM, qui paraissait comme une révolution il y a 10 ans, peinent encore à se mettre en place dans nos métiers. Donc ça questionne aussi la question de la temporalité de ces technologies et comment on les adopte, comment on réagit par rapport à ça, comment on les questionne, quelle est l'approche critique aussi qu'on peut avoir par rapport à l'intelligence artificielle, etc. On voit aussi dans les écoles d'architecture une génération très militante qui dit non au béton. Il y a d'autres questionnements qui s'installent, et donc ça a aussi des étudiants qui challengent, qui questionnent le monde professionnel et la façon dont ils, elles, ont envie d'exercer ensuite. Et on voit enfin des programmes d'études qui forment les étudiants à la gestion de crise avec toutes ces urgences dont on est au courant. Donc c'est un petit peu devant ces urgences-là, devant la crise climatique, devant des questions liées à la perte de biodiversité, devant la crise aussi et le besoin de logement, et plein d'autres crises. Donc c'est un petit peu comme ça quand on est étudiant aujourd'hui et architecte, on doit aussi se positionner. Et c'est ça ce qu'on essaye de faire à la WiFactory avec nos étudiants, de dire pour quelle planète aussi on veut exercer et quelle planète on veut questionner. Donc par exemple, ici, c'est un petit peu toute une frise qu'on avait développée avec nos étudiants pour questionner, essayer de visualiser ces urgences, pas seulement de les mesurer, mais de les représenter ici et de voir comment on pouvait y répondre avec différents exercices. En fait, à la WiFactory, on s'intéresse beaucoup à développer des scénarios depuis, je dirais, plus de 15 ans aujourd'hui, où on développe des scénarios et on a aussi envie de faire ça à échelle planétaire et de voir en fait comment cette idée que la plus petite chose qu'on fait, par exemple un matériau, une action, peut avoir aussi des impacts à l'échelle planétaire. Donc c'est ce qu'on a développé avec tous nos étudiants pour essayer de comparer, de juxtaposer ces différents scénarios et de pouvoir aussi réfléchir à comment agir. Aussi, en invitant, c'était une image qui était proposée en 2019, où l'idée c'était de ramener cette installation à Davos, au Forum économique. Donc voilà, pour aussi questionner les décisions et les futurs qu'on souhaite. Je voudrais commencer par le temps comme laboratoire. C'est le temps de la recherche, c'est le temps de l'enseignement, c'est le temps de l'engagement avec le public. Et c'est ce dont je me suis occupé principalement pendant, je dirais, 12 ans, aux côtés de Vini et à MVRDV. Voilà, donc ici, j'ai pu travailler donc avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup de bonheur aussi avec Vini, donc à MVRDV et aussi à la WiFactory. La WiFactory qui est ce département de recherche
en lien avec l'agence, mais aussi situé à l'université de Delft. Et donc c'était ici c'est toujours notre base, où en fait on fait beaucoup de travaux avec les étudiants, on fait de la recherche, on fait de l'enseignement, et puis je vous montrerai aussi, on essaie d'amener tout ce qu'on produit au sein de l'université en dehors pour pouvoir engager avec le public. Donc voilà, et on a voulu en fait, on a choisi de se focaliser sur le futur des villes, ou la ville du futur, ou les villes du futur. Et donc on a essayé de faire ça à travers aussi toute une série de publications, toute une série de thématiques, où on va questionner en fait qu'est-ce que c'est la ville du futur, et venir tester des scénarios, venir aussi faire des propositions radicales par rapport à ces scénarios, comme Bertrand le disait, sur différents sujets. Donc c'est toute une série de publications. Où on a pris aussi le temps des imaginaires à l'université. On s'est focalisé donc sur le futur des villes avec ce type de propositions qui peuvent vous paraître un petit peu démesurées, où on s'est questionné sur des questions liées aux énergies renouvelables. On s'est questionné par rapport à des matériaux comme travailler avec des algues et comment des algues pouvaient participer à changer en fait les canaux d'Amsterdam et s'illuminer la nuit. Tout ça sont des propositions développées par les étudiants, avec les étudiants. Ici, à quoi ça ressemblerait une ville où on aurait tous accès à une cascade. Donc voilà ce type de proposition qu'on propose ici. Une autre, Barcelone, à quoi ressemblerait Barcelone si on voulait être autonome en termes de production de nourriture pour Barcelone. Et donc voilà le type de provocation, encore une fois, il ne s'agit pas de solution, mais de provocation pour montrer un petit peu l'échelle, pour montrer l'ampleur de ces scénarios et de les visualiser. Encore une fois, pas de les proposer comme projet, mais comme provocation, comme outil de discussion, comme outil d'engagement, comme outil d'action. Et donc on a continué à se poser des questions par rapport à la densité, aussi comment on pouvait explorer les questions de densité tout en gardant des qualités liées par exemple à des villages, donc avec un projet qui s'appelle le village vertical, Vertical Village, avec ce type de visualisation, ou encore sur la question sur les matériaux adaptables, ou sur la végétalisation massive des villes, à quoi ressembleraient nos villes si elles étaient complètement recouvertes de végétation. Questions liées à la biodiversité urbaine, quel type de matériaux on a. Je crois que vous avez eu aussi des conférences en lien avec ces sujets. Et donc, c'est des questions qui nous intéressent, qu'on a voulu développer aussi avec les étudiants. Le temps d'expérimenter. Toutes ces images, ce n'est pas simplement des images. C'est aussi des images qui ont été développées à partir d'outils. On s'est beaucoup questionné sur les nouvelles technologies, sur les technologies qu'on avait à disposition pendant ces 15 dernières années, et même plus, et ça fait partie de notre ADN à la WiFactory, et également chez MVRDV. Donc on s'est questionné sur ces nouvelles technologies, donc comme à développer nos propres outils, comme ici avec le Vertical Village, où on développe nos propres outils pour pouvoir générer ce type d'images, ce type de modèles, de maquettes, pardon, qui deviennent en fait, ou encore ici, où avec nos étudiants on a développé un jeu vidéo, où on pouvait simultanément négocier et puis essayer de placer en fait la maison de nos rêves dans une enveloppe définie. Donc la maquette en fait devient un outil d'itération, devient un outil de discussion, devient un outil d'évaluation, aussi pour nous, un outil de négociation, où on va pouvoir en fait comprendre un peu mieux ce qu'on fait, et donc faire des décisions plus pertinentes. Un autre projet où on a travaillé avec une base de données de plantes qu'on a cataloguées, qu'on a regardées, avec leurs différentes performances, leurs différents besoins aussi, et donc de s'intéresser à comment on pouvait intégrer les plantes, comme on l'a regardé pour les animaux et d'autres espèces, dans nos bâtiments, dans notre architecture, comme composant architectural. Et donc, encore une fois, un type d'outil où on peut tester petit à petit, voir comment on peut donc générer ce type de modèle. Je crois qu'il y a une vidéo qui va partir. Et quel type de visualisation ça donnerait. Donc c'est toute cette méthodologie en fait qu'on développe, qu'on a développée pendant ces dernières années. Et qui nous permet d'avoir aussi On peut peut-être passer, si c'est possible. Je n'ai pas la main. Super. Merci. Le temps d'être ensemble. Un autre pilier de la WiFactory,
c'est l'engagement avec le public, c'est aussi la diffusion. Encore une fois, c'est pas seulement de produire tout ce qui est produit dans les universités, que ce soit en France, à l'international, mais vraiment d'essayer d'amener en fait toutes ces recherches, toutes ces expérimentations, tout ce qu'on développe avec nos étudiants à l'extérieur, en dehors. Vinny parlait de la Dutch Design Week, donc on peut le voir ici, en 2018, où l'idée c'était en fait que chacun puisse aussi réfléchir, et c'est ce qui est proposé avec le travail de la MEA aussi, de penser au futur, de se questionner, de s'émerveiller, de discuter, et donc d'être aussi confronté à ces visions, à ces propositions, et donc de pouvoir générer toute une série de discussions à travers ces installations, à travers ces tests, à travers ces expositions, ou encore ici avec nos tours en Lego qui exploraient la question des porosités urbaines. Donc dans des expositions, ici par exemple à Paris, encore une exposition, et aussi à travers des ateliers avec les étudiants, avec le public. Et donc, comme on avait fait il y a quelques années en République tchèque, en travaillant avec 5 universités, où en fait on échangeait et on essayait de développer cette cartographie participative pour le futur ou les futurs de la République tchèque. Voilà, qui donnait lieu à ce type de maquette ensuite. Le temps de faire ensemble. Je voudrais vous montrer un projet, et avant de laisser la parole à Bertrand, le temps de faire ensemble. On s'est intéressé à un moment, on a été invité à participer par Manifesta, qui est une biennale nomadique d'art contemporain. On a été invité avec Winnie, avec MVRDV, avec la Y Factory, à développer une étude urbaine sur Marseille. Et donc, on a voulu prendre le temps de faire ensemble, sans connaître Marseille, sans être de Marseille. Moi, je connaissais très peu Marseille. On a passé beaucoup de temps, en fait, sur le territoire, à écouter d'abord, à aller à la rencontre des différentes associations, des différents acteurs du territoire, de la ville, et à écouter, à parcourir aussi ce territoire marseillais. Et ensuite, de faire toute une série d'interviews avec différentes personnes, différents acteurs du territoire, et de demander à chacun, chacune de nous dessiner quelles étaient leurs Marseille. Donc de proposer ces cartes subjectives afin de pouvoir commencer avec une base d'informations à essayer de lire ce territoire marseillais. Ensuite, on a proposé toute une série de cartographies et on s'est intéressé, on a découvert que, par exemple, à Marseille, il y avait énormément de résidences privées, de résidences fermées, avec un nombre assez impressionnant. On a voulu aussi comparer avec d'autres villes. On s'est intéressé à la nature et le parc national des Calanques qui juxtapose Marseille et voilà, la présence de la nature en ville. On s'est aussi intéressé aux questions de logement qui devenaient insalubres et qui devenaient une urgence pour la ville de Marseille, où des bâtiments dans le centre-ville s'effondraient. On s'est intéressé aux graffitis dans Marseille. On s'est intéressé à la polarisation aussi économique et socio-économique entre Marseille Nord et Marseille Sud. On a vu aussi qu'il y avait des GR qui passaient en plein Marseille, donc des routes de trek. On a vu toute la question des réseaux, des mobilités douces comme le vélo, qui avaient beaucoup de carences, etc., etc. J'appuie peut-être un peu trop vite. Afin de proposer en fait cet atelier qui était donc avec des étudiants de Delft, des étudiants marseillais, des étudiants en école d'architecture et en école d'art, et aussi tous les experts avec qui tous les participants qu'on avait interviewés et le grand public. Et donc l'idée, c'était d'avoir cette grande maquette qui faisait la taille d'un court de tennis à peu près, je crois, et donc de proposer en fait ces différentes idées où chacun, chacune pouvait venir très rapidement modéliser et essayer de traduire une idée en une maquette volumétrique et la poser sur la table. Encore une fois, ce n'était pas l'idée de proposer un master plan pour Marseille, mais au contraire, une plateforme d'engagement, de discussion, où on pouvait discuter autour de ces idées et essayer de réfléchir ensemble et de faire ensemble. Et donc, toutes ces idées qu'on a ensuite cataloguées pour pouvoir
Donc, par exemple, un étudiant avait proposé de réutiliser les carrières qui sont autour de Marseille, qui ne sont plus utilisées, et avec beaucoup de poussière qui est balayée. Une autre étudiante avait proposé de regarder le signe, je ne sais pas si vous avez vu la série Netflix, donc ce signe qui a été offert par la série Netflix à Marseille, la série qui exploite énormément de clichés, de stéréotypes de Marseille. Donc une étudiante proposait de rajouter un écran pour que, encore une fois, chacune puisse dire quel était leur Marseille pour eux. Un autre exemple proposait de développer plus de diversité de typologie dans des grands ensembles, ou encore de donner accès à la mer pour tous les quartiers nord qui sont bloqués par les infrastructures portuaires, et de redonner accès à la digue du Nord qui fait 7 km de long dans les quartiers nord de Marseille. Encore une fois, une provocation, ou ici, avec des questions liées aux besoins de piscines municipales et le fait qu'il y a un taux assez faible d'enfants qui savent nager à Marseille. Donc pourquoi pas utiliser une partie du port qui n'est plus utilisée parce que déménagé à Fos, proposer ce type de piscine dans le port de Marseille. Encore une fois, comment ramener de la mobilité douce et de remplacer cette autoroute qui arrive en plein cœur de Marseille par des pistes cyclables. Des questions liées à l'histoire de Marseille en tant que port et en tant que ville ouverte sur la Méditerranée. Des questions liées à comment une simple intervention artistique de peindre un passage piéton géant peut permettre de requalifier toute une zone et de enlever les voitures pour rendre la place aux piétons. Une autre proposition d'une étudiante qui voulait proposer en fait cette plateforme sur la mairie de Marseille pour avoir plus de dialogue, plus de débats de façon ouverte. Et encore une fois, toute une série d'exemples. Comment ouvrir beaucoup de cul-de-sac à Marseille, comment une proposition qui proposait de ramener plus de porosité urbaine, comment ramener aussi de la densité aussi dans le centre-ville, encore un autre exemple, comment ouvrir ces résidences fermées, et donc que faire avec ces portes, avec ces grilles de ces résidences fermées, comment les célébrer ici. Et donc voilà, et c'est ce qui a donné lieu, en fait, ça a continué ensuite avec différents participants, avec différents acteurs du territoire, pour proposer en fait toute cette mosaïque marseillaise qui était composée de 1000 idées pour le territoire. Ensuite, moi je voudrais m'arrêter là. La question, c'est comment toutes ces idées qu'on propose avec les étudiants, avec le public, peuvent aussi se traduire en projet. Et comment aussi MVRDV a toute cette capacité, cette intelligence à traduire certains de ces projets aussi, étape par étape, en projet. Donc on va passer au temps du projet. Voilà. Merci Adrien. Non, merci à tous d'être là présents. Effectivement, très bonne partie, très passionnante, la partie recherche. Finalement, la recherche en architecture est assez moteur. Et je vais essayer de vous donner quand même quelques exemples ce soir, parce que c'est quand même un exercice difficile de passer de la recherche au projet, au concret, au terre-à-terre, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc là, c'est comment vous expliquer peut-être quelques projets, comment on arrive à traduire cette recherche en projet. On y arrive parfois plus ou moins bien, vous allez le voir. Donc, mais en tout cas, il y a des bonnes idées de la Wife Factory qu'on a repris aussi sur certains projets. Et c'est normal parce qu'on marche de pair. Après, il y avait le sujet du temps en architecture. Ça, c'est un sujet passionnant parce qu'on est constamment confronté au temps. Et il y a aussi plusieurs temps. Il y a plusieurs temps dans les projets. Et c'est ça que j'aimerais bien illustrer ce soir. C'est que tout d'abord, il y a ce qui est à l'épreuve du temps. Finalement, c'est quoi l'architecture à l'épreuve du temps? C'est cette mémoire, c'est le déjà là, c'est le patrimoine. C'est tout ce qui a perduré dans le temps. Et on essaye finalement de lui donner une nouvelle vie. Et on va commencer par notre agence ou notre maison, je ne sais plus comment on l'a décrit, mais ici, c'est un projet qui a été construit après-guerre, en 1952, et on voit que c'était une ancienne imprimerie. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, dans ce lieu, comment on arrive à en faire une agence, un atelier d'architecture,
tout en gardant un peu les spécificités du lieu. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire quand on vient dans un monument, il faut aussi garder un peu cette monumentalité, et on le voit ici dans les projets où on a vraiment cette double hauteur, des espaces trilinéaires. Alors ça, on adore cette table-là, on l'a depuis la création d'MVRDV finalement, je pense. C'est une table où on peut mettre une centaine de collaborateurs pour avoir le déjeuner ensemble. Donc ça marche assez bien, surtout quand on a 20 minutes de temps de pause. Ça va vite. Après, il y a aussi le temps aussi, finalement, dans cette mémoire, c'est d'investir des lieux de culte. Alors il y a cette aisance aux Pays-Bas de désacraliser les lieux de culte pour en faire quelque chose d'autre, mais pourquoi pas, finalement c'est intéressant, et ici on l'avait dans cette chapelle qui est devenue finalement un musée, et ce qu'on a trouvé intéressant dans ce projet, c'était de garder un peu toutes ces traces, toutes ces vestiges du passé, et s'insérer autour, et finalement on reconnaît bien dans ce lieu qui est là, c'est le bookshop du musée, de se dire, voilà, avant c'était une chapelle, maintenant c'est un bookshop, on retrouve ces éléments qui font ce lieu. Il y a ce bâtiment qui est très connu, qui est notre pavillon pour l'Expo universelle d'Hanovre en 2000, donc quasiment 25 ans après, là on est bon là, dans le timing. Et là, je l'ai appelé Expo Pavillon 2.0 parce qu'on vient enfin de lui donner une nouvelle vie, parce que ce bâtiment était complètement délabré. Là, ça devient finalement la centralité autour d'un campus étudiant. Donc c'est ça aussi, finalement, la mémoire, c'est de passer de la gloire à l'oubli, parce que on connaît tous cette image, on connaît beaucoup moins celle de droite. Ce bâtiment a complètement été abandonné. Et lui redonner une nouvelle vie, c'est aussi ça ce qu'on peut faire avec le temps en architecture. Et en parlant de ruines, il y a ce projet à Tirana qui est la pyramide. Alors ce projet, ça a été un musée dans cette période communiste qui a été construit en 88, mais à un moment c'est devenu une discothèque. Alors j'ai pas connu, mais ça devait être sympa dans le lieu. C'est devenu un moment en 89 les bureaux de l'OTAN, les bureaux pour une chaîne de télé, et puis finalement nous on l'a transformé comme un lieu de vie. Donc on a quand même réussi à se réapproprier ce symbole qui est cette pyramide, et ce lieu est connu à Tirana pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sentait que les gens voulaient grimper sur cette pyramide. Alors là, actuellement, c'est un peu dangereux, mais voilà, on s'est dit, pourquoi pas la rendre littéralement accessible, et toutes les branches de cette pyramide permettent de nous amener au sommet. Donc c'est aussi une manière de réinterpréter un monument qui était peut-être trop introverti, en disant, voilà, marchez-moi dessus, je suis à vous, quoi. Et c'est devenu le lieu de rencontre, surtout au coucher de soleil à Tirana. C'est magnifique, c'est 30 mètres carrés, pas plus que ça, mais finalement, tout le monde essaye d'y passer en début de soirée. Après, on peut respecter plus ou moins l'architecture. Ici, on a ce bâtiment d'Aldo Werneck, et on a eu la commission de faire à peu près 50 000 mètres carrés de bureaux sur quasiment aucune emprise au sol. Donc, il y a eu quand même cette discussion de raser un bâtiment d'Aldo Werneck. Alors, un grand architecte hollandais, quand même, il y a un peu de respect. On s'est dit, non, on ne va pas aller jusque-là. On aurait pu couper une partie, mais bon, on s'est dit, non, on va quand même essayer de conserver ce bâtiment dans son intégralité. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, on passe de ça à ça. Comment on vient enjamber aussi une architecture? Parce que ça peut être ça aussi. Respecter, c'est de se dire, voilà, on sait cohabiter, on ne se touche pas, mais presque. Et voilà, on garde toujours cette mise à distance autour des bâtiments. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette mise à distance, on la retrouve aussi à l'intérieur. C'est-à-dire, finalement, le vide créé entre ces deux bâtiments devient l'espace de rencontre entre ceux qui habitent encore chez Aldo Werneck et puis les utilisateurs des bureaux. La mémoire, c'est ça aussi. Alors ça, c'est un projet dans la ville natale de Wigny. Alors l'histoire est assez amusante parce que sur cette place, il y avait une ancienne fermette. Et un jour, le maire de la ville appelle Wigny, il dit « J'ai un super projet pour toi, tu vas adorer,
c'est sur la place centrale. Mais Winnie avait encore en tête cette ferme. Et quand il est arrivé sur place, il a remarqué que le maire avait déjà rasé le bâtiment. Donc là, c'était un choc en disant « Mais attends, pourquoi tu as rasé ce bâtiment ?» Il était ancré dans la mémoire des gens. Bon, le maire, sympa, dit « Bon, bah, maintenant c'est trop tard, on avance. » Pas le choix. Mais quand même, on s'est dit bah, « Alors pourquoi pas retrouver un peu cette histoire qui avait été effacée, mais peut-être de la recréer d'une manière plus contemporaine. » Et en fait, on est venu réimprimer cette ferme, finalement, dans un bâtiment vitré, cette serre vitrée. Et puis, bon, bien sûr, on nous dit « Ah ouais, mais on ne voit pas dehors. » On est venu effacer un peu à certains endroits pour libérer des vues, comme on efface la buée d'un miroir. Mais finalement, c'est un peu ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment, il est aussi rétroéclairé le soir. Donc, c'est un peu le fantôme de l'ancienne fermette qui revient dans le village, comme ça. Donc voilà, mais quand même très vivant. Le passé, c'est ça aussi, c'est les traces. Ça, c'est notre projet à Bordeaux. On n'a pas dessiné la grille, finalement, la grille urbaine. C'est les traces du passé. On s'est dit, ben voilà, autant les respecter. Et en faisant finalement l'extrusion des morceaux qui restaient, on s'est dit, tiens, c'est intéressant parce qu'il y a quand même plusieurs échelles. Il y a la très grande échelle, la toute petite. On revoit un peu le tracé des rails, des chemins de fer qu'il y avait à l'époque. On retrouve des constructions comme ça très linéaires. Et on se dit, bah, c'est ça aussi la spécificité de cette ville, parce que ce qu'on voit ici à Bordeaux dans le plan urbain, on ne le verra pas ailleurs. Et penser mémoire, ça permet aussi d'ancrer le projet dans la ville. Et on est même allé plus loin parce qu'il y avait des bâtiments existants et on s'est dit, bah, tiens, là, on va se mettre au-dessus. On ne les a pas enjambés, là, on est vraiment venu s'asseoir sur les bâtiments existants. Mais ce qui est intéressant, c'est que les architectes ont pris ça quand même au sérieux et on a quand même des propositions intéressantes parce que là, le projet est vraiment en train de se construire. On est sur à peu près 20% des bâtiments construits. Donc, dans les 10 prochaines années, ça va être un quartier très agréable. Un autre temps, c'est le bon vieux temps. Alors, le bon vieux temps, le temps bien nostalgique, où on a envie de revenir en arrière, où on se dit qu'avant, c'était mieux, hein, ce temps-là. Mais c'est aussi le temps de se dire, attention, qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais bien revenir en arrière, de réparer ces erreurs. Et ça, c'est une photo de La Haye, au XVIIe siècle. Magnifique. La Haye, c'était... de toute façon, pour ceux qui connaissent les Pays-Bas, c'est des canaux partout. Tout le monde habite proche d'un canal. Donc ça, c'est d'un point de vue espace public, c'est quand même génial. Et La Haye, aujourd'hui, c'est ça. Alors, il y a le côté sympa de la vieille ville La Haye, mais ce n'est pas toute la ville quand même. Et en général, c'est ce type de rue. Et ça, c'est encore une fois se dire, ben, qu'est-ce qu'on a fait pour libérer de la place pour la voiture? Ben, on est venu recouvrir les canaux. Mais en dessous de cette route, il y a de l'eau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah là, on a fait un projet pour l'air en disant, non, il faut libérer ces routes. Il faut vraiment libérer, retrouver l'eau, retrouver, pas forcément ce qu'on avait au XVIIe siècle, mais quand même une qualité de vie, d'espace public quand même plus intéressante. Encore une fois, une rue magnifique, mais voilà, c'est ça normalement qu'il devrait y avoir à la place. Donc, il faut vraiment se poser. Encore une fois, tac, on n'a pas besoin de tramway, on prend le bateau, c'est mieux. Voilà, vraiment. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et finalement, ça, c'est beaucoup de qualité parce que c'est moins de carbone, c'est moins de voitures, c'est plus d'arbres, on voit plus d'eau, plus de mobilité douce, moins de nuisances. Donc voilà que du positif. Le passé aussi, c'est savoir effacer aussi les traces. Donc le bon vieux temps, là, c'était un centre commercial qui n'était pas top à Taïwan. Enfin, je pense qu'ils ont littéralement fait une erreur. Et puis toujours dans cette logique de surdensifier, où on vient comme ça manger tous les espaces vides dans l'espace public, où à un moment on a du mal à respirer. Donc quand on a eu ce projet, en fait, la commission, c'était pas de réhabiliter le bâtiment, c'était d'en faire aussi un vide, en fait. Alors on a commencé par le détruire. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a commencé à détruire ce bâtiment, à un moment, on a dit bah, « stop, c'est assez, on ne détruit pas plus, on garde quand même quelques traces ». Parce que la mémoire est importante aussi dans un projet. On ne peut pas non plus faire tabula rasa de tout et oublier le passé. Donc ça, on s'est dit à un moment, on arrête ici,
Bon, ils ont quand même continué un peu, mais on leur a dit stop, là, c'est bon. Voilà, donc on a gardé quelques poteaux, quelques structures. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet, c'est que finalement, c'est devenu une grande place publique. Il fait chaud, les enfants vont se baigner. C'est super. Et puis on retrouve comme ça ces traces de ce qu'il y avait avant. Donc c'est une manière de dire attention, n'oubliez pas les erreurs qu'on a faites dans le passé parce que ça peut arriver demain. Et là, on a une oasis urbaine. Voilà, c'est génial. Alors, après, ça, c'est pas nous, hein, mais ça, c'est à Rennes, près de la Vilaine. On a gagné le concours il y a quelques années sur le Palais des Commerces. Et puis, la Vilaine, un jour, en 1960, ils se sont dit, tiens, génial, la voiture, on va couvrir à la Vilaine, on va faire un grand parking. Alors, c'est pas mal, hein, ça, ouais, ils ont fait leur parking sur le fleuve. Alors là, je n'ai pas trouvé de photos de bonne qualité, parce que de toute façon, personne ne prend des photos d'un parking, donc c'est le mieux que j'ai pu trouver, mais on voit bien quand même le ressenti de la voiture quand même qui est omniprésente dans la ville. Je ne sais pas, les gens qui habitaient là, ils regardent un parking au lieu de regarder un fleuve. Bon, heureusement, il y a encore des bouts qui restent de fleuve et qu'il n'y a pas que du parking. Mais finalement, ils se sont rendus compte, là, justement, cette année, de se dire, bah, tiens, on va casser le parking, enfin. Donc là, ils viennent démolir ce parking. Et ça, cette idée-là, c'est une idée qu'on leur a soufflée, justement, parce qu'à l'époque du concours, on était limité, finalement, à la limite de la berge. On s'est dit, bah non, on va aller plus loin, et on va retirer ce parking, et puis on va rendre le fleuve aussi accessible. Donc, c'était pas tant un projet architectural, mais aussi un projet urbain. En un rien de temps, c'est le temps qui va vite. C'est l'instant, c'est l'éphémère, mais c'est l'éphémère qui peut avoir quand même beaucoup d'impact. Alors, le magnifique dessin de Vigny en 2016, quand il s'est dit tiens, il y a la gare, il y a un gros bâtiment en béton, si vous connaissez Rotterdam, à côté de la gare, il est énorme. Puis il y avait une espèce de cinéma tout en haut, et personne ne savait comment y accéder, parce que, je ne sais pas Adrien, mais le cinéma, on voyait un objet flotter au-dessus d'un bâtiment. Et c'est vrai que c'était une bonne idée. Un jour, Vigny a été voir le maire, Abou Taleb, et lui a dit, écoute, moi je te fais un escalier, ça va faire l'événement. Et le maire a dit banco, mais que ça ne coûte pas trop cher. Donc il lui a donné une enveloppe, je crois à l'époque, c'était 200 000 €, même pas. Enfin, et il a dit, tu me fais un truc sympa. Et le seul truc qu'on a pu faire, c'était vraiment de faire cet escalier échafaudé qui nous permettait d'aller jusqu'en haut. Et ça, en fait, ça a créé un événement, architecture simple, abordable, démontable, mais ça a créé un événement dans Rotterdam. C'est resté là pendant 4 ou 5 semaines, mais il y a eu des dizaines de milliers de visiteurs qui sont montés sur ce toit-là. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est dans l'éphémère, on peut aussi apporter, ça peut avoir un impact énorme sur la ville, quoi. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, ça a tellement bien marché qu'à un moment, on s'est dit, bon, on va continuer. Et puis, si vous connaissez le NAI, non, maintenant ça a changé de nom, mais pour les anciens, le NAI, il y avait ce bâtiment, c'est l'Institut d'architecture, et il y avait cette structure qu'on voit sur le bâtiment existant qui servait à rien. Et on s'est dit, bah alors, pourquoi pas en faire une place publique? Voilà, et c'est ce qui a été fait. Et pareil, c'est génial. En plus, c'était un super belvédère sur notre projet, le POT à Rotterdam. Donc, bon, en tout cas, un point de vue qu'on n'a jamais espéré en faisant le concours du bâtiment en face. Et puis, en continuant sur les toits, il y a eu cette association à Rotterdam qui s'appelle Roofdag, ou je ne sais pas quoi, les journées du toit. Et on a collaboré avec eux pour se dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres toits accessibles? Et ça, c'est une expérience géniale. Et je pense que c'est une expérience qu'on peut faire partout, même à Strasbourg. Il y a des toits, vous pouvez créer ces parcours dans la ville. Mais ça permet aussi aux habitants de redécouvrir la ville, de redécouvrir, d'avoir une perspective de la ville qu'on n'a pas, de créer peut-être une nouvelle couche d'espace public qui est intéressante. Et finalement, ce toit était ponctué d'activités. Et vraiment, ça occupait le week-end, quoi, ou la semaine quasiment. Mais il y avait plein de choses à faire. Et on était loin des voitures. Enfin, c'est quand même très paradisiaque d'avoir ce type d'espace public sur les toits, quoi.
Le temps, alors un rien-temps, alors ça c'est un bâtiment qui est un peu moins éphémère que l'escalier, mais il est conçu d'une manière circulaire parce que ce qui est intéressant avec le temps, c'est que tout a un début et tout a une fin. Et même en architecture, il y a une fin. Et celui-ci a été dessiné pour avoir une fin, a été dessiné pour être complètement démonté. Alors c'est le bâtiment Matrix One qui est des bureaux et des laboratoires, mais il a été complètement pensé de manière démontable et circulaire. Alors, j'espère que ça va marcher, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est avec les modèles numériques d'aujourd'hui, avec Revit, en fait, on peut vraiment tout répertorier, tous les éléments d'un bâtiment. Et là, ça ne marche pas. Ce n'est pas très grave, mais c'était une slide où on voit un peu tous les éléments du bâtiment qui défilent. Et finalement, on se rend compte qu'avec les outils d'aujourd'hui, on peut créer finalement un jumeau numérique des bâtiments. Et ça nous donne une échelle aussi des bâtiments, parce que 121 000 éléments dans un bâtiment, je ne savais pas qu'il y avait autant de pièces dans un bâtiment. 780 prises électriques, ok, pas mal, 876 poignées de porte. Et en fait, tout ça, on a vraiment un contrôle du bâtiment et chaque élément du bâtiment peut être utilisé ailleurs. Donc c'est ça aussi peut-être le futur de l'architecture, c'est de pouvoir disparaître et renaître. Si on regarde plus précisément aussi l'éphémère, bah, c'est ça, c'est des filets de pêcheurs qui sont jetés dans la mer parce que finalement, ça ne sert plus à rien. Il y a des nœuds, il y a des trucs, on jette ça dans la mer. Donc, ça a l'impact qu'on connaît sur la biodiversité. En collaborant avec pas mal de personnes, on a aussi récupéré un peu ces fishnets, ces mailles de pêcheurs. On les a fondus, on les a réimprimés pour en faire ces espèces de modules. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un concept pour une boutique Tiffany, où on leur a dit, bah voilà, ça aussi, c'est quelque chose de très engagé, de se dire, bah, la façade pour une boutique de luxe, c'est fait en maille de pêcheur, quoi. Bah, voilà. Mais en tout cas, c'est une manière de redonner une vie à des déchets. Au fil du temps, le fil du temps, c'est peut-être l'architecture qui évolue sur elle-même, ou d'elle-même, ou avec cette nature qui peut jouer un jeu. Alors j'aime beaucoup montrer cette image parce que c'est tout ce qu'on ne veut pas avoir dans le futur, hein, c'est-à-dire de se retrouver ébahi devant quelques arbres parce que la ville en est complètement dépourvue. Et de se dire qu'est-ce que c'est ce truc au milieu, ben non, c'est la nature, et cette nature, il faut aussi savoir la retrouver. Alors Winnie a présenté le sofa qu'on avait fait à Strasbourg pour un des concours, mais il faut y aller. Je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à dire la nature a aussi sa place en architecture. Ce qui est intéressant avec la nature, c'est qu'elle évolue. Elle évolue, l'architecture reste figée, mais la nature évolue. Et ça, c'est un exemple intéressant parce que quand on a livré ce bâtiment à Bordeaux, on voulait une place bien rouge, bien rouge. Et on était à l'époque, même les volets, les menuiseries, les balcons, tout devait être rouge. On était très radical, très monocolore. Et puis l'architecte conseille, il disait, ah, c'est trop rouge, non, il faut mettre un peu moins de rouge, reprenez un peu de blanc et tout. On a été quand même forcé à changer quelques codes couleurs. Et puis après, quelques années plus tard, on nous dit ah bah non, c'est trop vert parce que les arbres ont poussé, donc bon, il faut savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la nature a fait le boulot, et c'est ça l'image qu'on avait en tête. Et puis finalement, ça contraste bien le rouge et le vert, parce que ça, c'était au niveau de la livraison. Et puis ça, on se retrouve un peu dans cette jungle. Or, ce qui est dommage, c'est que les habitants ne peuvent pas l'utiliser parce que c'est une espèce de copro où en copro, on ne peut pas déranger les autres. C'est peut-être en train de changer, mais voilà, c'était aussi un espace public, et la copro a quand même réussi à fermer le parc alors qu'il était ouvert au public. Ça, c'est une parenthèse, mais voilà, je devais le dire. La nature, c'est ça aussi. Alors ça, c'est pas MVRDV, bien sûr, c'est Renaudie, tout le monde connaît, mais c'était une architecture en béton qui a fait beaucoup parler à l'époque, mais qui est devenue complètement verdoyante au fil du temps et quasiment même invasive. Mais c'est ça qui est intéressant aussi quand on voit
dans l'architecture qui évolue au fil du temps, c'est que l'architecture est quasiment amenée à disparaître et à laisser place à un nouveau dessin que personne n'avait anticipé. Donc voilà. Et on a essayé de s'inspirer de ça. Ça, c'est un projet en cours de construction à ici. Alors avec le maire, on lui a proposé cette idée de se dire, finalement, est-ce que l'architecture peut être support de cette nature? Est-ce que finalement, il ne faut pas se dire qu'une façade, ce n'est pas si important que ça, on peut la mettre en second plan et mettre la nature en premier plan. Alors après, on l'a expérimenté aussi dans d'autres projets, ici aux Pays-Bas pour Green Villa. Et puis, ça, c'est un projet aussi, un projet avec Unibail, alors, qui a été en stand-by pendant quelques temps, mais c'est à Barcelone. C'était de se dire, eux, ils nous demandaient de construire un centre commercial, et nous, on leur a dit, oui, on va vous faire un parc, une pinède, génial. Mais c'est ça aussi, au fil du temps, c'est que l'architecture, si la nature est mise en avant, finalement, le reste disparaît. Et puis, on se retrouve comme ça dans un centre commercial baigné au milieu d'un parc. Et puis, on a continué ça, mais on l'a perdu, ce concours, de se dire, finalement, on devait faire le concours pour la piscine olympique. Et puis, c'était moins important, la piscine. Ce qui nous importait, c'était vraiment qu'est-ce que pouvait apporter ce bâtiment. On est quand même en Seine-Saint-Denis, nord de Paris, la ville de France, je pense, où il y a le moins d'espace vert. Enfin, il fallait redonner quelque chose. Et on s'était dit même, il faut se dire que cette toiture, c'est une réserve de biodiversité. Et il y avait même des parties de cette toiture qui n'étaient pas accessibles à l'homme, justement pour laisser la biodiversité se développer et faire le boulot. Après, il y a les temps qui changent aussi. Alors les temps, c'est ça, c'est finalement le changement d'usage, d'usager, tout ce qui est autour de l'évolutivité. Ça, c'est un projet intéressant. On en a très peu des comme ça, mais le client est venu nous voir en disant « Je veux que vous construisiez un bâtiment, j'ai un site. » Et bien sûr, la première question en tant qu'architecte, c'est quel est le programme? Et il me dit il n'y a pas de programme. Donc là, on est là, OK. Alors, dessiner un bâtiment sans programme, c'est pas simple, mais bon, on est arrivé sur quelque chose aussi d'assez simple dans sa construction avec les Haupu, très typiques en Allemagne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment, actuellement, il y avait les bureaux d'Audi qui avaient pris le dernier niveau, il y avait un fitness qui s'était mis parce qu'on avait mis une piscine dedans, et puis les rez-de-chaussée gastronomiques. Et ça peut aussi changer en se disant, finalement, on peut avoir du shopping, des offices, des appartements, parce que la trame est complètement adaptable, peu importe le programme. Alors, on change d'échelle de l'architecture à l'urbain, mais ici, c'est Osterwald à Almere. C'est un urbanisme, alors ça, c'est un urbanisme sans master plan. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de plan guide. Il y a 0 plan guide. Il n'y a que des principes. Et on voit que la ville commence à se développer. Alors, ce qui est intéressant dans ce plan, c'est qu'on a une évolution de la ville qui est quand même beaucoup plus organique et beaucoup moins rigide et qui peut être adaptée au fil du temps. Donc finalement, ce qui est gênant parfois avec les plans guides, c'est on définit les directions à prendre pour les 20-30 prochaines années, mais peut-être dans 20 ou 30 ans, c'est plus adapté, les décisions qu'on a prises 20 ans ou 30 ans plus tôt. Donc là, l'idée de ce projet-là, c'était de se dire, chacun, de manière individuelle ou collective, doit apporter ce qui est nécessaire à la ville, en disant, alors les couleurs entre ce qui est nécessaire d'infrastructure, d'agriculture, d'habitation ou de champs agricoles. Donc c'était vraiment de se dire, on a créé ce logiciel, donc soit on pouvait l'apporter soi-même, c'est-à-dire j'achetais une parcelle et je donnais 59% de cette parcelle à la nature, j'en faisais 13%, c'était pour l'agriculture où je faisais pousser mes choses, et puis le reste constructible, ou soit on pouvait faire partie d'un collectif où le fermier disait, moi ce qui m'intéresse c'est que les terres agricoles, et puis les autres personnes, moi je veux habiter, ou voilà, donc ça c'est intéressant de se dire, est-ce qu'on ne peut pas penser l'urbanisme de manière comme ça plus organique et qui s'adapte au fur et à mesure du temps. Et on arrive à ce type de plan qui est amusant parce que finalement, chacun apporte sa contribution. Et puis, comme une espèce de pulse géant, voilà, on vient mettre les bouts côte à côte et on a ce qu'on a. Donc voilà.
Et finalement, on se retrouve avec quelque chose baigné dans la nature, où les gens sont heureux, et ceux qui viennent habiter là, ils le veulent justement pour ça, parce qu'ils contribuent finalement au développement de la ville, donc ils se sentent complètement investis là-dedans. Ce qu'on appelle the New Old, le renouveau, alors c'est mieux en anglais qu'en français, mais c'est la transformation, c'est la renaissance, c'est la nouvelle vie. Et ça, c'est pas mal parce que en ce moment, on travaille beaucoup sur l'empreinte carbone des bâtiments, comment on trouve un équilibre carbone. Et on a fait un peu cette liste qui sont un peu une dizaine de principes forts qu'on essaye, nous, d'appliquer chez MVRDV quand on pense le projet. Alors, si on regarde bien le numéro, il y en a un qui est le 0, on commence par le 0, c'est celui de ne pas construire. C'est évident. Si on veut être bas carbone, le mieux n'est de ne pas construire, ou en tout cas pas construire du neuf. C'est pour ça qu'il y a toute la logique, de plus en plus on le retrouve nous dans le travail d'MVRDV, cette logique de réinvestir des bâtiments existants et de les transformer, comme ici dans les ateliers Garden à Berlin, qui étaient finalement des anciens ateliers cinéma, je pense, et on a gardé quasiment tout l'existant. Ce qu'on a apporté, c'est vraiment l'accessibilité à certains bâtiments, rendre celui-là, la toiture accessible. En fait, finalement, on a rendu ce projet, on ne l'a pas changé, mais on l'a rendu quand même plus accessible au public. Donc on voit bien les images avant-après. Et pareil pour ce projet ici, en Pologne, Concordia, on avait un bâtiment comme ça du 19e siècle qui devait être restauré. On s'est dit, voilà, comment on connecte le nouveau et l'ancien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire quelles sont les caractéristiques de l'ancien pour faire du nouveau. Et justement, peut-être pour effacer un peu cette limite et faire vraiment un seul bâtiment. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc vous voyez, on voit bien les façades anciennes et nouvelles, mais on retrouve quand même une certaine logique qu'il y avait avant, qu'on a réappliquée aujourd'hui. Alors, on le retrouve ailleurs aussi, en Corée. Alors, ça, c'est Louis XIV, c'est une marque coréenne de shopping mall complètement moche. Après, on s'est dit, tiens, on va essayer de transformer ce bâtiment avec multiples façades. Ça a son effet. Voilà. Ça, c'est un projet quand même super intéressant. C'est le projet Frosilo à Copenhague. Alors ça, c'est vraiment la commission idéale, parce que le client est venu nous voir, le Danois, en disant « j'ai un super site et je veux faire des logements là-dedans ». C'est beau, enfin, ok, il faut faire des logements là-dedans. Alors, j'ai fait ça, j'ai donné la réponse avant d'expliquer, mais peut-être je reviens en arrière. Mais finalement, oui, quand on a vu ces silos, il nous a dit « je veux mettre des logements dedans ». Première question qu'on lui pose, pas à lui, à l'ingénieur structure, c'est de dire ok, quel est le pourcentage d'ouverture qu'on peut avoir sur un silo avant que le silo s'écroule? Parce que ça, il y a une limite structurelle. Et l'ingénieur, très fier, nous dit 8%. On peut ouvrir à 8%. Donc nous, on demande aux clients, est-ce que vous voulez vivre dans un logement avec 8% d'ouverture? La réponse, elle était claire. Pas du tout. Donc on s'est dit, mettons pas les logements dedans, on les met peut-être à l'extérieur et on crée un peu cette forme de cacahuète. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a quand même des appartements comme ça, très panoramiques, très ouverts sur le paysage, qui marchent très bien, peu profonds. Enfin, moi, je trouve que c'est des typologies qui marchent très très bien. Et par contre, les circulations, c'est leur Guggenheim à eux, quoi. Ça, c'est génial. Par contre, rentrez pas dans ce bâtiment, ils vont vous jeter, ils sont hyper agressifs. Il y a trop d'architectes qui viennent, mais c'est génial. Et franchement, ils pourraient même ajouter des choses pour animer le lieu. Mais c'est ça aussi les caractéristiques. Et finalement, le lot construction, le lot structure dans ce bâtiment-là était quand même très bas. Ici, dans le Women and Children Center à Shenzhen, c'est la même chose. Alors, on voit aussi ce bâtiment-là. C'est dur aussi, quand même, parfois, de se dire on essaie quand même de donner notre mieux. Mais quand on a ça, de se dire alors, on ne peut pas faire pire, ça, c'est sûr. Mais se dire voilà, comment on intervient sur ça. Parce que de manière naturelle, on ne dessinerait pas un bâtiment comme ça. Mais on le fait quand même.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce bâtiment-là, on a gardé 80% de la structure. Et 80% de la structure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a économisé quasiment 10 millions de kilos de CO2 équivalent, ou quasiment 12 000 vols entre Amsterdam et Shenzhen. Et c'est ça l'échelle du bâtiment. C'est pour ça que chaque mètre carré de conserver dans un bâtiment, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme dans l'empreinte carbone qu'on a à offrir. Alors, je ne sais pas s'il y a des Lyonnais, non, sûrement pas, mais si, quand même. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, bah, il y a la Part-Dieu. Alors, la Part-Dieu, ceux qui sont allés à Lyon, quand on sort de la gare, on a ce petit bâtiment ignoble là qui était, en fait, qui bloquait la ville. Et c'est dingue à quel point on peut sortir d'une gare et on se dit oh, je vais où parce qu'il y avait ce truc en face de nous. Il n'y a rien, il y a rien. Et complètement introverti. Et on s'est dit, on devait avec Unibail refaire ce bâtiment-là. Et on s'est dit, on va quand même essayer de trouver des choses intéressantes dans l'architecture existante, parce qu'on aime bien aussi partir un peu des traces à partir de l'existant. Et on s'est dit, tiens, il y a quand même un motif intéressant en façade. Alors, désolé pour la qualité de l'image, mais c'est une vieille photo, mais on avait un peu ces losanges comme ça, et on s'est dit, ah, c'est quand même du béton, ça a quand même tenu quelques années, je pense que ça peut en tenir des dizaines d'autres. Donc on s'est dit, essayons de conserver le maximum de façades existantes. On a gardé 75% des façades existantes. Donc le budget, il n'est pas allé sur 100% des façades, mais sur 25%. Ce qui nous a permis, sur les 25% restants, de faire le job qu'on avait à faire, c'est-à-dire d'extrovertir en fait ce programme, de l'ouvrir, d'avoir cette évaporation. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais évaporer des éléments béton, faire tenir des éléments béton sur du verre, ça a été un challenge, mais peut-être pour une autre conférence. donc voilà, et là c'est ça un peu ce qu'on trouve, c'est vraiment comment évaporer tout ça tout en gardant quasiment la totalité de l'existant. Le contretemps, ça c'est le temps beaucoup moins drôle. Et ça, c'est vraiment le temps des imprévus, de la gestion des catastrophes et de la manière dont on répond aux urgences. Et ça, c'est un temps qu'on n'avait pas anticipé de sitôt. C'est ça qui est intéressant. Alors, ça, c'est un projet à Madrid. C'était le projet d'un espace public. Et on s'est dit, voilà, on nous demande de dessiner une place. Pourquoi pas faire la place la plus bioclimatique, ou je ne sais pas quoi, d'Espagne, parce qu'ils souffrent quand même de canicules. Et on s'est dit, voilà, on ne va pas faire un parc planté, on va faire une étagère d'arbres. C'est pas mal, parce que ça crée de l'ombre, il y a beaucoup de... on aspire le carbone, il fait plus frais, on a l'eau et tout ça. Bon, ça a été un peu trop, on est allé peut-être un peu trop loin sur ce concours-là, parce qu'on l'a perdu, mais l'idée reste quand même très bonne, de se dire, est-ce qu'il ne faut pas penser les espaces publics aussi comme des machines rafraîchissantes? Et là c'est ça qui est intéressant aussi, c'est toutes les échelles, parce qu'on parle de très grande échelle, mais ça c'est aux Pays-Bas, c'est même devant notre agence, c'est de se dire, bon, déjà il n'y a pas beaucoup de voitures, soyons honnêtes, il y a quand même les pistes cyclables sont aussi larges que les routes, donc on n'a pas à se plaindre, mais quand même on continue parce qu'on pense qu'il y a quand même trop de voitures aux Pays-Bas et on aimerait bien vraiment retirer tout ça. Et ils ont lancé à Rotterdam ce qui s'appelle le Mobility Challenge, c'est de montrer aux gens comment en supprimant quelques places de stationnement, on arrive comme ça à retrouver aussi une meilleure qualité de vie dans l'espace public, où on est venu planter un peu toutes ces places de parking. Alors certains ont râlé, mais beaucoup étaient quand même contents d'avoir ça. Et ça nous a inspiré aussi pour ce type de projet qu'on a fait à Séoul, qui est le Sky Garden. Ici, c'était une ancienne autoroute qui traversait la ville. Et en fait, je pense que le maire a eu la meilleure idée de sa vie, de dire on retire la voiture, on en fait un parc linéaire, parce que tous les bâtiments qui sont le long de ça ont pris une valeur colossale. Le projet marche hyper bien. Les gens se sont appropriés cet espace-là, ils traversent la ville, donc on peut quasiment traverser Séoul à pied. Et c'est ça qui est génial, alors que la voiture, elle est peut-être en dessous, mais c'était ça à gauche quand même avant.
et voilà, et finalement, ça, c'est des choses, c'est pas grand-chose, quoi. C'est là, et on retire la voiture et on met autre chose, et ça marche très bien, quoi. Un peu comme la skyline de New York. Et finalement, on a un peu poussé le projet un peu plus loin en se disant, bah voilà, on va mettre toutes les essences d'arbres de Corée, donc l'arboretum coréen qui se retrouve là sur site avec les plantes, les fleurs, les arbres, voilà. Il y a aussi le temps de l'adaptation, toujours en relation au changement climatique, c'est vraiment comment on anticipe, comment on devient plus résilient. Effectivement. Alors, il n'y a pas que du MVRDV, ça c'est aussi Y-Factory. J'aime bien ce projet, je le montre souvent dans les conférences, c'est à Douala. En fait, il y a vraiment des périodes de sécheresse très longues, très fortes, et puis parfois des périodes de pluie intense qui durent comme ça quelques jours. Et en fait, il y avait ce projet de se dire pourquoi on n'ouvre pas la toiture pour collecter le maximum d'eau, et l'architecture en fait s'adapte aux besoins et aux changements climatiques. Alors ça c'est marrant, ça c'est dans le Grand Paris. Problème qu'on n'a pas aux Pays-Bas, c'est construire dans les zones inondables, les PPRI, où on nous dit attention, alors je ne sais pas si ça change en fonction des villes encore en France ou pas, mais il y avait ce truc, non, PPRI, on ne peut pas construire, et de se dire pourquoi on ne peut pas construire, parce qu'il y a un risque. Mais peut-être, je pense, à l'époque du Grand Paris, on leur disait, non, apprenez aussi de vos voisins, les Néerlandais, qui eux, vivent avec le risque, parce que tous les Pays-Bas, c'est barrage, ils sautent, Rotterdam, c'est 5 mètres en dessous du niveau de la mer, je pense que mais on est quand même le mieux préparé à la montée des eaux. Et de se dire, voilà, pourquoi on ne fait pas une structure, on adapte, alors pilotis ou autre chose, mais on peut adapter. Et ici, comme en Nouvelle-Orléans, quand il y a eu cette grosse tempête qui a complètement inondé la ville, on a réagi en disant, voilà, il y a une urgence, il faut reconstruire rapidement. Et on s'est dit, essayons de construire intelligemment. Et vous voyez ces maquettes, on a fait un peu ce catalogue de maquettes en disant pourquoi on ne fait pas des maisons flottantes, pourquoi on ne les penche pas un peu comme ça, si c'est inondé, il n'y a que l'entrée qui est inondée, ou les levées. Voilà, donc on avait fait ce catalogue d'options finalement pour répondre, avec des collages qui datent de 2007. Hein, ça, m'en voulez pas. Ce qui était déjà très avancé à l'époque. Et puis ici, sur Water City, ça c'est pas mal aussi, c'est de se dire à l'échelle urbaine, on peut aussi penser cette résilience en disant, voilà, la ville, elle peut être aussi inondée, mais ce n'est pas parce qu'elle est inondée qu'elle arrête de fonctionner. Et là, c'est intéressant de voir les deux plans, de se dire, il y a une partie quand la ville est inondée, une partie quand elle ne l'est pas, parce qu'eux, ils font face aussi à des inondations de manière régulière. Donc c'est ça aussi peut-être ce qu'on peut donner en tant qu'architecte ou urbaniste, c'est de se dire, voilà, la ville, elle peut être construite d'une autre manière pour justement faire face à ces risques. Puis après, voilà, il y a pas mal de références d'architecture sur l'eau, de nous ou d'autres architectes. Ça, c'est aussi aux Pays-Bas, mais on voit qu'il y a cette culture aux Pays-Bas quand même, et je ne suis pas très chauvin parce que je suis français d'origine, mais c'est de se dire quand même, ils arrivent quand même à habiter sur l'eau, à vivre avec ce risque qui est quand même extraordinaire. Ils font même des fermes flottantes, ils n'ont vraiment pas de place. Alors ça, c'est un autre projet que vous connaissez, mais de parcs flottants. Voilà, ici, on avait fait tous à Almeret une espèce de village flottant. Puis on est allé plus loin sur Floriade, où on a fait carrément... ici, c'était pour l'expo horticole à Almeret, où on est venu créer ce mini pôle d'air et de se dire, voilà, ça, demain, ça va être un morceau de ville, mais c'est complètement sur l'eau. Et on peut habiter aussi sur l'eau face au risque. Après, il y a le temps d'agir. Alors, le temps d'agir, c'est ça. Alors, là, maintenant, c'est le moment de se réveiller. C'est ça qui est important. Et ça peut être aussi la conclusion, parce que je pense qu'on arrive à la fin, mais c'est le temps de changer. Et comme le disait Adrien, c'est l'expérimentation, l'innovation, et c'est aussi, à un moment, comment concevoir l'imprévisible. Et c'est ça la difficulté, c'est comment anticiper l'imprévisible. Et ça, c'est quasiment la dernière image, parce que
Adrien a montré des belles photos de notre exposition Agir à Paris. Celle-là, il ne l'a pas montrée parce que celle-là, c'était la fin. On clôturait l'exposition et puis il fallait faire un peu de bruit. Donc, on a fait notre mini-manifestation très français là dans l'expo. Mais c'était aussi pour faire parler parce que finalement, ce qu'il faut retenir, c'est ça. On fait face à ça, face à toutes les urgences où la population mondiale est en train de grandir, mais toutes les ressources sont en train de diminuer. La biodiversité va mal, la température monte, enfin, on a beaucoup de catastrophes naturelles et il faut vraiment s'adapter à ça. Voilà, merci beaucoup.